Salut, c'est Christophe, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis avec Thomas qui va nous expliquer ensemble dans cette vidéo comment décrocher un sponsor lorsqu'on est en Australie. Il va nous expliquer justement comment il a trouvé son job en tant qu'ingénieur et comment ça lui a permis de décrocher un sponsor. Il va nous expliquer ensemble tout ça dans quelques minutes. Et juste avant ça, n'oublie pas, juste en dessous dans le lien, tu peux télécharger le guide gratuit pour t'aider à trouver du travail en Australie. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne aussi ou à liker la page Facebook pour être au courant de toutes les dernières vidéos que j'ai publiées pour t'aider à trouver du travail en Australie. Mais maintenant, revenons à Thomas. Donc Thomas, bienvenue dans cette vidéo. Je suis super content de t'avoir. Merci, ça fait super plaisir d'être là. Ouais, donc c'est rigolo. Alors juste pour l'historique, on va dire rapidement, Thomas et moi on s'est rencontrés il y a de ça 4 ans. Ouais, c'est ça, il y a 4 ans. Alors l'histoire est assez rigolote. Thomas et moi on fait du surf et en fait je vendais une planche de surf sur Gumtree à l'époque. Donc Thomas il a... Je suis venu la chercher avec ma Ford Falcon, à la négocier à la baisse un peu et puis à réussir à aller surfer ensuite derrière avec. Donc c'était notre première rencontre et puis après on s'est revu dans l'eau à Manly. Ouais, plusieurs fois. Et puis comme je te disais précédemment, Thomas il est ingénieur civil pour être plus précis, et donc ça fait environ 5 ans qu'il est en Australie, dont on s'est rencontrés il y a 4 ans comme je disais précédemment. Thomas, donc je te laisse te présenter, nous parler un peu de ton expérience en Australie. Moi c'est Thomas, je suis un ingénieur, que j'ai été diplômé en 2014, je suis venu directement après en Australie. J'ai beaucoup cravaché pour trouver un sponsor, ça n'a pas été facile, donc c'est pour ça que je pense que ça peut être intéressant pour toi à regarder et à savoir comment j'ai pu faire pour avoir les meilleurs conseils pour toi réussir. À côté j'aime le surf, c'est ce que je fais, c'est ma passion ici. Et à côté de mon travail, donc je suis ingénieur de jour et de nuit, j'aide les autres ingénieurs à trouver des sponsors, mais ça on y reviendra parce que l'important c'est comment en trouver un et comment se débrouiller. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux dire rapidement comment je suis arrivé ici, ce qui s'est passé au début, parce que je pense que toutes les personnes qui vont regarder la vidéo sont dans cette situation-là. Ouais. Et puis après on peut arriver à justement tout ce qui est partie décrocher un job, négociation et notamment le visa qui est difficile. Ouais. En plus, il y a un point qui me paraît super intéressant, c'est que toi justement tu es arrivé en tant que jeune diplômé. Ça quand même c'est... parce que moi je suis passé par là aussi, donc on peut voir justement comment toi tu as réussi à tourner ça à ton avantage ou du moins à éviter que ça passe en inconvénient. Écoute, c'est vrai, donc je suis arrivé juste après mes études, école d'ingénieur sur Paris, j'avais tout juste mon diplôme, en fait je l'avais même pas encore parce que j'avais passé mes derniers examens, je me suis dit je vais partir en Australie directement, ça y est c'est le moment. Donc je suis venu directement et ça n'a pas été facile, du tout. Quand je suis arrivé, moi je voulais venir en Australie, je voulais rester, donc j'avais quand même pris deux costumes dans mes bagages. Et je me suis dit bon, je vais m'amuser, j'ai envie de découvrir l'Australie, de faire des voyages, donc on est parti de Cairns, on est parti jusqu'à Sydney, puis ensuite avec un mec que j'ai rencontré dans un backpack, qui est devenu un de mes meilleurs amis, on a fait Sydney Perth, on a appris à surfer ensemble, donc c'était vraiment une grosse aventure de trip quoi. Voilà, pendant 6 mois à travailler, à réparer des barbelés dans des fermes australiennes qui avaient été défoncées par des kangourous, à nettoyer une piscine de riches au Karcher parce qu'ils voulaient qu'elle soit propre, vraiment n'importe quoi. De backpacker quoi. Absolument. Donc je suis passé par là et ensuite j'ai cherché un travail. Mais dès que je suis arrivé, en fait, je savais que je voulais a priori rester et je voulais essayer de... Donc j'avais déjà vu les possibilités, c'est-à-dire il y avait 2 possibilités pour un jeune ingénieur, c'était soit un VIE, soit un sponsor. Alors ça c'était à l'époque, maintenant pour un tout jeune diplômé, il n'y a plus qu'une seule opportunité pour ceux qui n'ont pas fait d'alternance, c'est le VIE, parce que le sponsor il en faut 2. Donc c'est vraiment... Comment ça, le sponsor il en faut 2? Il faut 2 années d'expérience. 2 années d'expérience maintenant, ouais. Ouais, c'est ça. Tu fais bien de le dire parce que ça maintenant, il y a aussi des choses qu'il faut qu'on prenne en considération qui sont différentes maintenant. Mais ça c'est vrai parce que toi tu es arrivé sans expérience, moi aussi à l'époque, mais ça t'a pas empêché de réussir à décrocher un sponsor parce qu'à l'époque c'était un peu plus facile et puis quand même tu restes dans une certaine gamme de métiers ingénieur où il y a quand même encore une grande demande en Australie, surtout l'ingénieur civil. Oui, non, c'est tout à fait vrai, tout ce qui est ingénieur va être très recherché. Après, ça n'est pas facile pour autant, c'est-à-dire que forcément il y a plus d'opportunités, ça c'est bien, mais au niveau du process et de trouver les entreprises qui sont prêtes à sponsoriser, il faut réussir à les convaincre et ça c'est dur. Ouais. Donc pour reprendre, je suis arrivé, j'étais en road trip. Alors une chose, un conseil que je donne, c'est même si vous êtes en road trip, regardez les événements networking parce que j'ai pu rencontrer une vingtaine, trentaine de personnes assignées à Melbourne lorsqu'on était en train de passer par ces villes-là et de faire des entretiens vraiment professionnels dès le début. Même si j'ai fait 6 mois de road trip, j'avais quand même commencé à faire mon network avant. Et quand tu dis networking, alors justement ces opportunités-là, comment tu les as rencontrées? Via LinkedIn, via des groupes Facebook? C'était des trucs australiens, français? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a une anecdote assez étonnante que je vais garder pour la fin, mais je vais aller sur les classiques d'abord, c'est-à-dire LinkedIn pour rencontrer des gens qui font votre métier. Donc là, on cherche, LinkedIn c'est un moteur de recherche pour les professionnels, on les contacte, on envoie un message, on propose d'aller prendre soit un café, soit une bière le soir.
Donc à chaque fois que tu faisais un peu une pause dans une ville, je sais que on cherche sur LinkedIn, est-ce que j'ai des amis d'amis, on commence toujours par le plus simple, la famille, les amis d'amis, les gens qui ont été dans la même boîte. Donc en fait j'avais déjà travaillé 1 an et demi mais en stage, en césure avant. Donc je pense qu'il y a pas mal d'étudiants qui se retrouvent parce qu'ils ont déjà fait des stages de 3-6 mois de fin d'études, voire des alternances et des césures. Et ça permet d'avoir déjà un petit réseau et de l'utiliser pour ici, même si c'est très abscon, c'est-à-dire on a travaillé chez Schneider en France et on se dit bah, on va contacter des gens Schneider ici, ils n'ont rien à voir, mais ça aide quand même à créer de la familiarité et à pouvoir boire un café. Et je me souviens donc de 2 anecdotes, il y en a une, c'était lorsque je suis arrivé à Perth au début, j'ai rencontré il était un project director dans tout ce qui était informatique dans le pétrole, parce que moi je travaillais dans le pétrole au début. J'ai fait une spécialisation, donc oil and gas, j'avais travaillé en Corée avant pour Total. Donc je voulais travailler dans le pétrole et j'ai rencontré ce type-là qui travaillait là-dedans dans les systèmes informatiques. Il m'a dit, je lui envoie un message, il me répond du tac au tac, un Australien, bah écoute demain si tu veux, mais 6 h du matin, avant que je commence mon travail, à tel endroit pour prendre un café. J'ai dit oui. Et donc on se retrouve à 6 h du matin à prendre le café, on n'est pas réveillé, c'est mis, il faut prendre un avant pour arriver là, être frais et dispo. Et une demi-heure top chrono, et cette personne était géniale parce qu'elle m'a mis en contact avec pas mal de gens. Donc les gens qui sont réactifs, un conseil c'est aussi répondez tout de suite à ce qu'ils peuvent vous dire. C'est l'air bête, mais s'ils vous répondent en moins de 24 heures, il faut répondre en moins de 24 heures, sinon on a l'air d'un plaisantin. Donc ça c'est les premières méthodes, c'est LinkedIn, les amis d'amis lorsqu'on arrive bien sûr on se fait un réseau, on rencontre des gens dans les backpackers, ça peut être utile. Et la dernière anecdote marrante c'était, j'ai rencontré quelqu'un que j'avais vu dans une vidéo, dans un reportage M6 qui travaille en Australie et j'avais vu le reportage avant de partir. Et donc j'avais réussi à trouver son mail via LinkedIn, on revient toujours à ça. Je lui avais envoyé une mail, voilà, j'ai vu que tu avais fait tel reportage, moi j'arrive, je veux rester, est-ce qu'on pourrait prendre un café, se prendre une bière? Et on a pris un verre pendant 1 heure à parler. Et ça fait partie des meilleurs contacts parce que c'est tellement original comme approche qu'en fait personne d'autre va le faire. C'est vrai. Pourtant c'est passé sur M6, donc on peut se dire... Pourtant, tu peux te dire, ce mec-là, il a dû être vachement demandé après, mais... Absolument, en fait personne ne va passer le pas, c'est-à-dire qu'on se dit tous, ah bah tout le monde va y aller, je vais pas y aller, ça sert à rien, il va me rejeter. C'est aux autres de vous rejeter. Si vous cherchez un travail, vous faites tout pour vous vendre, pour réussir à vous présenter de la meilleure façon possible, mais c'est eux qui doivent dire non, c'est pas vous qui allez dire non à leur place. Ouais. En fait, Faut pas se mettre des barrières déjà, parce que si tu te mets déjà des barrières, tu commences derrière et tu te mets déjà des bâtons dans les roues, alors que bon, faut se dire, se prendre un maximum de vent possible et aller demander à tout le monde. Ouais, ça a vraiment pas été facile ensuite, on va y venir, mais ça a vraiment été galère de trouver un sponsor, donc c'est pour ça que vous limitez pas et allez-y à fond. Toi tu m'avais raconté, je me souviens à l'époque, tu es allé boire environ 300 cafés quand tu étais à Perth, tout le temps tu buvais des cafés et tu rencontrais des gens. Ça, il faut savoir que quand je suis arrivé en Australie, je n'aimais pas le café. J'ai commencé à aimer le café il y a 2 ans. Il faut aimer le café. Hein, il faut se forcer, c'est-à-dire un chai latte, un thé, peu importe, on me propose un café, le but c'est de prendre des verres avec les gens, on s'en fout du café en fait. Et quand je suis arrivé donc j'ai fait 6 mois de trip, et ensuite je suis arrivé à Perth, parce que Perth à l'époque je cherchais dans le pétrole comme je l'ai dit. Et c'est la capitale de pétrole en Australie. Toutes les grandes boîtes pétrolières ont leur headquarters, leurs quartiers généraux, je connais pas en français, leur bureau à Perth. Et donc j'arrive là-bas et je me fixe un objectif, c'est de prendre au moins un café par jour avec quelqu'un. Donc soit un café, soit un call, parce que je cherchais quand même aussi à Sydney et à Melbourne, je faisais toujours des appels. Mais le but c'est de toujours avancer. Je savais très bien que au départ je pensais que j'allais avoir un travail très vite, ça n'a pas été le cas, je me suis fait bâcher comme pas possible. Donc pour garder la forme et pour garder le moral, parce que c'était pas facile, c'était de se dire tous les jours j'avance et je fais un petit pas et j'appelle une personne de plus pour développer mon réseau. Ça pouvait être aussi, j'essaie de postuler à un job par jour, mais c'est beaucoup plus simple parce qu'on va sur Seek, on envoie un message, il n'y a pas vraiment de conséquences, on sait toujours que les gens ils vont te refuser, enfin je sais pas, mon taux d'échec sur Seek c'est 99%, c'est vraiment scandaleux. Donc une des grandes leçons à savoir c'est que contacter quelqu'un et dire je cherche un travail, aidez-moi, ça ne sert à rien, c'est-à-dire que ça va aboutir à rien. Et là j'étais dans un secteur privé, j'avais un projet. Et donc si vous avez un projet, que ce soit, donc là moi c'était le pétrole, mais ça peut être dans l'IT, dans la science, dans la biologie, dans la médecine, peu importe, contactez des gens dans ce domaine et dire que vous cherchez à vous renseigner sur ce domaine en Australie. Parce qu'il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est quand on arrive, on ne sait rien. Et oui, j'avais fait des stages chez Total, enfin un stage chez Total à l'époque, mais ça veut dire que ma connaissance du milieu en Australie était nulle, des zéros, pinette. Et donc quand j'ai pu rencontrer comme ça 20, 30, 40 personnes qui travaillent dans ce domaine-là, là j'ai commencé à être solide et à pouvoir parler avec des gens, et en fait, au bout du 10e, 12e verre, avec des personnes différentes, ils étaient impressionnés par la connaissance que j'avais du secteur ici. Alors que tu n'avais pas travaillé. Alors que j'avais pas travaillé, mais donc ils me prenaient plus sérieusement, ils commençaient enfin seulement à me considérer pour... Bon, on peut peut-être te référer à quelqu'un, je connais peut-être quelqu'un. Au début, c'était bon, bah t'as un backpacker, on s'en fout de toi, et t'es gentil, mais voilà. Mais quand à la 5e, 10e fois tu arrives à l'entretien et tu dis oui, bah j'ai parlé avec 3 personnes de Shell, 2 de BP, 1 de Total et 3 d'une autre grande compagnie australienne.
Et je sais qu'il y a tel projet, c'est là où ça se développe en ce moment. Je sais que dans votre entreprise, vous avez tel projet qui va recruter dans les 6 à 12 prochains mois. Ça m'intéresse d'être dessus. Ce que je pourrais faire, c'est passer dans telle et telle équipe. Là, tout de suite, les personnes se disent, oula, ce mec, il est. En plus, il y a vraiment le plus important, hein, c'est le nerf de la guerre, c'est-à-dire regardez la valeur que je peux vous apporter. Parce que là, on passe d'une optique de je cherche du travail, aidez-moi à je sais que vous allez bosser sur ça et je peux vous aider justement à atteindre votre objectif. Et c'est ça, apporter de la valeur, c'est comme ça que tu arrives à te vendre à une entreprise, quoi. Absolument, c'est montrer ce qu'on peut faire pour eux, se mettre à leur place. Ouais. Et ça, on l'apprend au fur et à mesure de la démarche. Il y a vraiment quelque chose qui était très dur, c'est le rejet à cause du visa. Ça, on peut pas. Et maintenant, c'est encore plus dur, mais même déjà à l'époque, c'était dur. En plus, toi, jeune diplômé, c'est vrai que quand tu as un working holiday visa, c'est souvent non. Absolument. Il y a beaucoup de gens qui vont même pas vous voir en café, en entretien, qui vont. Juste pour ça. Absolument, juste pour ça. Et puis dès qu'on dit qu'on est en working holiday visa, ils vont dire ah bah ça sert à rien. Ouais. Donc il n'y a pas de secret. C'est qu'il y a 3 types de personnes dans la vie. Il y a ceux qui vont dire non tout de suite. Dans ce cas-là, vous n'allez jamais les voir et de toute façon, vous essayez et c'est non, c'est non. Il ne faut rien y faire. Il y a ceux qui disent oui tout de suite, c'est génial, vous allez pouvoir les voir, networker et ça va avancer. Et il y a ceux qui sont peut-être. Et c'est là où il faut faire tout l'effort. En fait. Tout ce que vous faites comme travail, c'est pour réussir à convaincre les peut-être de vous voir et qui font en fait partie de 50, 60, 70% des gens. Et dans le cas du visa, il n'y a pas de secret. Ça va être en vrai, ça va être 60% des gens vont vous dire non direct. Il y en a 5% qui vont vous dire oui pour vous voir et les 35% restants, c'est vraiment eux qu'il faut réussir à convaincre. Et ça en faisant des efforts sur votre CV, sur votre projet, sur votre connaissance du milieu, sur le fait d'avoir beaucoup networké, donc d'avoir développé votre réseau sur place et votre crédibilité. C'est d'avoir acquis une certaine crédibilité locale. Ouais. Donc ça aide beaucoup. Et la deuxième chose qui aide au final, c'est l'expérience australienne, malheureusement. C'est-à-dire que si on n'a pas de visa, il faut qu'ils nous sponsorisent. Donc ça se négocie dès le début, on va pouvoir revenir à la négociation ensuite. Parce que c'est important la façon dont on l'amène. Mais dans tous les cas, il faut les rassurer au maximum. Eux, ils disent, tu prends un énorme risque. Ils vont payer 5 000 $ pour toi, pour te faire rester, ils ne te connaissent pas. Pourquoi ils vont faire ça? Ils n'ont aucune raison de le faire. Donc pour leur donner confiance, il faut montrer qu'on connaît le marché, qu'on connaît les entreprises, qu'on sait ce qu'on peut apporter comme valeur, comme tu as dit. Et ensuite, plus vous allez travailler même des petits boulots pour les Australiens, que ce soit en serveur, dans les fermes ou autre, ou idéalement dans votre domaine, même un petit boulot, mieux c'est. Donc là, à l'époque, par exemple, j'avais travaillé pour des fermiers, j'avais réparé donc je t'ai dit des barbelés, et on avait installé des panneaux solaires. Et installer des panneaux solaires, mine de rien, c'était l'argument qui les rendait qui les faisait m'écouter en fait pour de vrai, parce qu'ils disaient ah ouais, t'as travaillé pour des Australiens, t'as installé des panneaux solaires. Ça veut dire que tu travailles dans l'industrie de manière générale, donc peut-être que tu as des références en fait, et on pourrait appeler ces personnes-là, bien sûr, j'ai les numéros, je peux vous les passer. Ça, j'en ai parlé dans les vidéos d'avant avec Jennifer, avec Héloïse, plein d'autres personnes, mais l'importance des références, c'est vrai que en Australie, c'est limite, je ne veux pas dire 50%, mais c'est vrai que les Australiens, ils veulent absolument des références australiennes. Même un volontariat que tu as fait, même un stage, donc pardon, je te coupais, mais voilà, rien que pour ça, d'avoir bossé pour ce fermier, ça t'a apporté des références. Ça ouvert beaucoup de portes. Et donc ça, c'est les 2 premières choses, c'est sur le... Donc il y a le réseau, il y a la connaissance du marché, et là il y a les expériences ici. C'est ce qui peut vous permettre de passer au niveau de l'étape du sponsor. Donc, si vous êtes juste, comme nous on était à l'époque, vous êtes jeune diplômé, il n'y a que le VIE qui est possible. Ouais, parce que moi voilà, si tu es jeune diplômé et que tu regardes la vidéo, franchement, je vais te le dire tout de suite, trouve-toi un boulot en France, fais-toi 2 années d'expérience et ensuite viens. C'est un peu extrême, mais... Alors, je suis pas forcément d'accord là-dessus. Je pense que c'est une approche qui est valable. Aussi. C'est une approche qui est très valable. L'autre potentiel, c'est de se dire, il y a la possibilité d'avoir un VIE, je vais chercher que ça. Il faut le savoir, il faut comprendre qu'il n'y a que des boîtes françaises qui peuvent proposer un VIE ou des boîtes européennes maintenant, allez vous renseigner. Et donc, se focaliser uniquement sur ce panel d'entreprises qui peut faire des VIE. Avec des méthodes les plus simples, c'est chercher sur le site de CVWeb, c'est-à-dire ceux qui font les VIE, et les personnes notamment sur LinkedIn qui en ont déjà fait, qui peuvent vous aiguiller. Voilà, VIE, ou pour moi, mon idée c'est bosser déjà, avoir 1 an ou 2 ans d'expérience en France, ou en VIE, mais pour après venir ici. Et donc ensuite tu nous disais, tu as réussi à acquérir au fur et à mesure une certaine crédibilité, de la confiance, et donc c'est à partir de là que tu as réussi à décrocher un job ou parce que ce qui s'est passé, c'est une bonne question parce que ça a été très dur et beaucoup plus long que ça, on peut le penser sur une petite vidéo. Donc là j'ai fait 6 mois de voyage et ensuite pendant 4 mois j'ai cherché un boulot à raison de moins de 30-40 heures par semaine. Surtout qu'en plus toi tu as pris une énorme prise de risque, c'est-à-dire que tu t'es permis de profiter du style backpacker, c'est-à-dire que tu as voyagé pendant 6 mois et après tu t'es dit les 6 mois d'après je vais trouver du boulot, alors que
Moi, je conseille maintenant, pour tous ceux qui veulent rester, c'est directement de chercher un sponsor parce que il peut y avoir des gens, moi j'ai des amis qui se sont fait avoir par des employeurs qui leur ont vendu le sponsor en leur disant oui, oui, tu travailles pour nous, dans 3 mois on te signe si tu bosses bien. Au final, c'était juste pour avoir des employés un peu exploités. Mais toi, quand même, tu as une énorme prise de risque. Il y avait une grosse prise de risque, c'était aussi par rapport à mon chemin personnel, parce que quand je suis arrivé, je ne savais pas, enfin j'avais cette bizarre idée, c'est comme dans le film Inception, j'avais une graine qui était plantée, je me disais je veux rester en Australie. Et j'avais jamais été ici, donc je me suis dit, il faut que Thomas tu vives et que tu vois si vraiment ça te plaise. Parce que la dernière chose, c'est que si vous venez ici ou vous faites des films sur l'Australie, j'avais jamais surfé, je me disais je vais devenir surfeur, voilà, c'est très bizarre comme concept alors qu'on l'a jamais fait. Donc il faut tester, et c'est ce que je me suis dit, je vais tester d'abord. Donc j'ai testé, au final j'ai testé pendant 6 mois, c'était peut-être trop long, et 3-4 mois profitez à fond, faites-vous plaisir, parce qu'on n'a qu'une seule vie, donc autant le faire. Mais intelligemment, comme je l'ai dit, j'ai fait 4 mois, mais je faisais du networking à côté. Et puis tes expériences, faire un peu des petits boulots par-ci par-là, ça t'a servi aussi pour étoffer ton CV. J'ai construit une expérience ici, des références locales, et puis je suis allé à 1 ou 2 événements de networking par semaine à chaque fois que j'étais dans une ville. Donc c'était quand même très très axé networking, pas forcément recherche de boulot en tant que tel, mais networking. Et ensuite je suis arrivé, j'avais 6 mois je suis arrivé à Perth, il me restait 6 mois sur mon visa. Et là, je me suis dit, je ne veux pas faire les fermes parce que je suis ingénieur et qu'en France, il y a beaucoup de boulots qui sont possibles. J'avais des très bonnes références sur mon CV avant, donc c'était Total, General Electric et une ancienne filiale d'Areva. Donc pour un ingénieur, c'est très bien. Donc je savais que je pouvais avoir un boulot. Je ne voulais pas faire 2 ans ici, donc je me suis dit, Thomas, tu as 6 mois, tu fais pas les fermes et tu donnes tout ce que tu as sur trouver un sponsor ici. Et ça allait avec avoir un petit boulot en tant que waiter, en tant que serveur. Et à la fin, j'avais réduit mes chiffres à faire un chiffre par semaine le dimanche de 10 heures. Pour gagner 300 $ pour réussir à payer mon logement, et je mangeais que des pâtes et du thon, mais vraiment le truc le moins cher que tu trouves au supermarché pour survivre financièrement et chercher du travail, passer 5-6 jours par semaine à chercher du travail. Et ça a été très dur parce que justement au début il fallait build up il fallait pas d'anglicisme, il fallait construire tout ce qui était confiance en soi, réseau, référence. Et après j'ai eu beaucoup de noms à cause du visa. J'ai fait des dizaines de tours d'entretien pour me prendre un nom à la fin. Et ce qui a fait la différence, c'était la persistance. Et le fait qu'à chaque fois qu'on fait l'entretien, on devient meilleur en fait à vendre son profil. Et surtout, voilà, au début, j'étais un peu timide. J'osais pas dire que je voulais me faire sponsoriser. J'essayais de le cacher en fait. Et c'est pas forcément la bonne approche. Parce que les gens, ils le découvraient à la fin, ils avaient l'impression que c'était un peu une trahison. Ah ouais, mais en fait, mais t'es en working visa, t'as pas le visa en fait. C'est un peu une arnaque quoi. Voilà, exactement. Alors que le mettre dès le départ sur la table, mais ça met les choses au clair. Ça met les choses au clair, mais pas de façon naïve, c'est-à-dire j'ai un working visa, vous me sponsoriser. Non, c'est pas ça, c'est. Bon, écoute, moi je suis sur un visa temporaire pour le moment, mais je veux rester. Donc là, on met pas le mot stigma, qui a un stigma, qui a une connotation négative, working visa, mais j'ai un visa temporaire. Ouais, voilà. Et je souhaite rester, et ça c'est ce qui compte en fait, c'est je souhaite rester, et donc je cherche à comprendre, à prendre connaissance de ce qui se passe ici, et une fois que vous avez connaissance, ben voilà, j'ai vu que dans l'entreprise, on en vient à la valeur pour la personne, j'ai vu que je peux faire ça pour vous, vous cherchez un product manager, vous cherchez un research assistant, peu importe ce que vous faites, dans telle entreprise, je peux vous aider, est-ce qu'on pourrait parler de vos besoins? Et ensuite, ils vont revenir sur la question du visa, parce que mais vous l'avez déjà dit, donc c'est pas une trahison. Et par contre, quand on vous demande est-ce que vous pouvez bosser un peu en tant que working holiday visa au début, je connais des amis qui ont fait la même chose, qui ont dit oui au début, qui ont fait 6 mois, qui à la fin se sont fait arnaquer parce qu'ils ils sont fait virer, ils n'ont pas eu de sponsor. Mon conseil, c'est d'être très clair, c'est avant l'embauche, vous avez cette discussion. Pas au début, le but c'est d'avoir la discussion au moment où ils vous disent oui, on te veut, on peut t'avoir en période d'essai, écoute, il n'y a pas de souci, viens, tu fais un essai avec nous, là tu dis oui, avant que je fasse ma période d'essai, j'aimerais qu'on parle du visa. Pour après, parce que moi je veux rester, je veux pas faire un petit boulot pour juste partir dans 3 mois, mon but c'est de rester avec vous, c'est de rester pendant 1, 2, 3 ans avec l'entreprise parce que je veux rester en Australie, donc c'est un gros engagement de votre part et de la leur. Donc c'est normal de parler ça avant, il n'y a aucun problème, c'est normal. Et s'ils veulent pas, il y a anguille sous roche, c'est qu'ils veulent vous arnaquer. Donc quelqu'un de normal va dire ok, on peut en parler, et là de définir des conditions sur après 1 mois, 2 mois, qu'on soit très clair, si ça marche, ça marche pas, et si ça marche pas, au bout de 2 mois, vous partez. On reste pas 6 mois dans une boîte pour ne pas avoir un sponsor alors qu'on perd son visa. Voilà, on est après le temps quoi. C'est ça. Il faut mettre les choses au clair, si ça marche bien, dans 2 mois, on engage la procédure. Exactement, et donc à force de construire tout ça, les réseaux, les références, la crédibilité, la confiance aussi, à force de parler avec des Australiens, et cette façon à être capable de parler de façon très simple et directe du visa, ça m'a permis, pendant 3 mois j'ai rien eu, et après sur le 4e mois, il y a eu 2 semaines, en une semaine j'ai eu 3 offres, et la semaine d'après j'en ai eu 2 autres. Alors c'était... Avant que je vous dise exactement comment je les ai eus, juste une petite anecdote, c'est qu'au départ je cherchais un pétrole,
J'ai pas du tout réussi, ça c'est un gros conseil si vous voulez y arriver. Il y avait peu de boulot quand je suis arrivé, c'était la crise du baril, il avait totalement baissé. Et à ce moment-là, il y avait une explosion de la construction. Et on est venu, on m'a dit, ben voilà, je voudrais chercher en construction plutôt. Au début, j'étais là, non, je veux pas, je veux rester en pétrole, c'était vraiment ce qui me plaisait. Et ben, au bout de 3 mois, j'ai compris quoi. Au bout de 2 mois et demi, j'ai changé mon fusil d'épaule. S'adapter. Et s'adapter, ils m'ont dit, il y a du boulot là-dedans, si tu veux rester, il faudrait que tu fasses ça. Et au bout de 2 mois et demi, j'ai fait, bon, ben, j'y arrive pas, ok, j'y vais. Et là, tout de suite, toutes les portes se sont ouvertes. Il faut vraiment être prêt à aller là où il y a du travail. Parce que ici, c'est très dur de réussir. Donc chercher un endroit où il y a une crise, où il y a eu... Quand j'étais arrivé à Perth... C'est opportunité, c'est toujours pareil. Ah absolument. Et donc sur l'anecdote du pétrole, à l'époque quand je suis arrivé à Perth, il y a eu 3000 licenciements la semaine d'avant où je suis arrivé. C'était chaud. Il y avait 3000 Australiens qui cherchaient un boulot dans ce domaine-là, qui étaient prêts à diviser leur salaire par 2. J'avais aucune chance. Ouais. Et l'erreur que j'ai faite, c'était de m'entêter à vouloir chercher dans le pétrole alors qu'il y avait du boulot en construction et que j'aurais pu avoir un boulot beaucoup plus rapidement si j'avais accepté ça. Là, on dirait qu'on est en Australie, il faut soit changer, il faut accepter d'être souple sur son salaire, d'être souple sur son job et sur son domaine. Toujours en ayant... Il faut garder les opportunités où elles sont quoi. Absolument. C'est qu'il y a un moment tu t'es mis des œillères et au bout d'un moment tu as enlevé tes œillères et tu t'es dit bon je peux peut-être pas travailler dans ce domaine là, où est-ce qu'il faut aller? Construction. Ouais. Et là où ça aide beaucoup, c'est les gens, plusieurs personnes me l'ont dit, c'est encore une fois on revient à l'intérêt des cafés, donc de comprendre ce qui se passe autour de soi parce que les gens nous disent où est-ce qu'il y a les opportunités. Et en plus de ça, même maintenant, hein, à l'heure où on filme cette vidéo, en début 2020, il y a encore beaucoup d'opportunités. Ouais, Sydney, Melbourne, même Melbourne, c'est encore plus, c'est la folie à Melbourne. Hein. Ouais. Donc voilà, si tu es ingénieur dans le civil, je peux dire que du boulot dans la construction, que ce soit à Sydney ou à Melbourne pour le moment, on peur, je crois que ça remonte un peu, mais doucement, mais c'est surtout Sydney et Melbourne en ce moment, c'est vraiment là où il y a des opportunités dans le domaine. Donc ensuite, tu as réussi à trouver... Ensuite, j'ai eu plusieurs offres qui sont toutes venues de canaux différents. Donc il y en avait une qui était à Perth, parce que j'avais rencontré des gens, on était en serveur, j'avais toujours mes cartes de visite sur moi que je donnais aux gens. Et j'avais réussi à avoir 2-3 entretiens comme ça, et un qui avait amené un autre entretien, qui m'était amené à un job, donc dans un projet tout au nord, en fly-in, fly-out, pour, je crois que c'était Vinci à l'époque, où il y avait une grande entreprise française de construction. J'ai eu une offre, alors parce qu'au bout de 3 mois et demi, je commençais vraiment à être ric-rac, j'avais commencé à chercher ailleurs des VIE et chercher des VIE en Australie. En fait, en cherchant en Australie, j'avais eu des contacts en Chine et dans les Émirats Arabes Unis. Et donc j'avais eu des offres, une en Chine pour Schneider. Donc tu commençais à être un peu, pas défaitiste, mais à te préparer à devoir partir. J'avais la pression derrière quand même au niveau financier, ce qui n'est pas facile. Mon argent m'a diminué vachement. Je disais que si jamais je n'y arrivais pas, j'allais devoir rentrer en France, j'allais sûrement devoir rentrer chez mes parents. Ça aurait été la loose. J'avais dû. Ouais, mais c'était possible. J'avais appelé mes parents et je leur avais dit voilà, si je rentre, j'aurai plus d'argent, est-ce que je peux revenir chez vous? Parce que je voulais être mentalement prêt à faire ce sacrifice. Ils m'ont dit oui, il n'y a pas de souci, tu auras toujours une chambre à la maison. Merci. Mais ça m'a libéré l'esprit. Je me suis dit j'y vais à fond, il me reste tant d'argent sur mon compte en banque. Dans 2 mois, soit il y a 0 et j'aurais tout tenté et je rentre en France. J'avais déjà mon billet retour modifiable, donc soit je trouve un sponsor. Ouais. Et donc j'avais ces offres de VIE qui commençaient à se faire et en même temps j'avais eu une offre donc à Sydney qui est celle que j'ai acceptée au final. Alors ce qui est intéressant c'est que j'ai fait tous mes entretiens au téléphone, donc je n'ai jamais vu les personnes avant d'y aller et j'ai négocié donc le sponsor avant d'y arriver. Ce qui s'est passé c'est qu'au niveau du sponsor, on s'était mis d'accord sur une période de 1 mois, c'est normal, il faut que le job plaise, que je plaise aux personnes et que moi le job me plaise aussi. Mais si après 1 mois, 1 mois et demi on était d'équerre, on allait partir sur un sponsor. Ouais. Et du coup, c'est quand même fou qu'au final, après avoir fait tant de cafés, de trucs comme ça, tu as réussi à décrocher un job en n'ayant pas rencontré les personnes, mais comme quoi ça prouve qu'au final, c'est tout le travail que tu as fait en amont, le réseau que tu as créé, et puis voilà, au bout d'un moment de changer ton fusil d'épaule, c'est ça qui t'a permis aussi, peut-être au téléphone, d'avoir la confiance qu'il fallait, d'avoir les bonnes réponses aux questions qu'ils te posaient, et puis toi aussi, même si tu es au téléphone, même si tu n'es pas en physique, de leur mettre directement les conditions de carte sur table, et puis voilà, ils ont dû voir que tu avais une connaissance du marché, que tu as bien travaillé ton... Une anecdote sur le fait que c'est l'importance de contacter les personnes à l'avance, c'est que j'ai eu l'entretien avec le directeur du design, bref, peu importe, et lorsqu'il m'a posé la question, il m'a donné le sujet du boulot, qui avait changé un peu, parce que je l'avais relancé toutes les 3 semaines depuis 2 mois, sur ce projet-là. Il me dit voilà, ce que je t'avais dit au début, c'était pas forcément bon, j'avais proposé de travailler sur du design, en fait on va travailler sur des packages, est-ce que ça te va? Réponse évidemment oui, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs encore plus à l'école. Je suis désolé Philippe, si tu regardes cette vidéo, c'est pas vrai. C'était pas du tout ce que j'avais fait à l'école, mais en l'occurrence j'ai dit oui parce que je voulais vraiment un travail. Et il m'a dit bon, on va devoir voir avec les RH.
Mais ce qui se passe, c'est qu'en amont, tout à l'heure j'ai dit, j'avais commencé à contacter des RH par rapport et des gens pour le VIE. Et donc j'avais contacté, là c'est pour Bouygues, la RH de Bouygues par rapport au VIE. J'avais déjà fait un entretien avec cette personne au téléphone. Et donc lorsque Philippe me dit, tu dois avoir parlé avec la RH, je lui dis, bah, la RH c'est telle personne. Il me dit oui c'est elle, bon bah je lui ai déjà parlé, c'est bon. Et c'est tout ce travail en amont d'avoir fait des appels, j'avais parlé avec 7-8 personnes de Bouygues avant même d'avoir cet entretien final, qui ont fait que bah, le sujet, je connaissais le projet, je connaissais la structure des équipes, le budget du projet, combien de temps il allait faire, où est-ce que je pouvais m'insérer. Tous ces sujets-là, je les connaissais. En fait, par exemple, si par les personnes rapidement, dans la même entreprise, tu avais déjà contacté plein de personnes à différents niveaux pour te faire ta toile. Absolument. Absolument. Donc ça, c'est intéressant à voir, voilà, de ne pas forcément se cantonner à une personne dans une entreprise, c'est aller voir peut-être des personnes dans différents domaines de l'entreprise pour, bah voilà, d'une, et puis c'est quoi à dire, mais s'il y a une histoire de crédibilité encore, c'est par exemple, voilà, si tu vas tu vas parler avec la personne, le directeur des ressources humaines, ensuite tu vas parler à la personne au marketing, aux opérations, et tu vas leur dire, bah oui, justement, j'ai parlé hier avec votre directeur des ressources humaines, et elle va dire, ah bon, quand même, ah ok, et là ils vont plus te prendre au sérieux, donc c'est vrai que c'est super intéressant ce que tu as fait dans une même entreprise, contacter différentes personnes et bah, parler de ça justement, et puis c'est vrai que le fait de parler avec différentes personnes, tu as dû apprendre plein d'informations sur la même entreprise au final. Absolument. Ouais, ah, bah, c'est une expérience super intéressante. Et donc, du coup, tu as commencé à bosser pour eux. Donc, ils m'ont demandé à ce moment-là, bon, bah, dans combien de temps tu es dispo? J'ai dit la semaine prochaine, ce qui aurait été une énorme galère au niveau du logement. Ils m'ont dit, oulala, une semaine, nous, on n'est pas aussi rapide que ça. Ah ouais, parce que c'est ingénieur, c'est plus de temps quand même. Oui, ça prenait 3-4 semaines, il m'a laissé le temps de laisser mon appartement, de trouver des gens pour reprendre le bail à Perth. Et de prendre un avion, de déménager toutes mes affaires, les planches, et d'arriver à signer, s'installer et de commencer à travailler. Et du coup, donc la condition c'était quoi? C'était 1 mois et ensuite le sponsor si tout se passait bien? C'était clair dès le départ. Moi, je cherchais un sponsor, je n'allais pas venir chez eux s'il n'y avait pas de possibilité. Il y avait une possibilité, ils avaient déjà fait des sponsors avant, ce qui aide beaucoup. Ils s'étaient dit, bah, on va chercher des... C'était un projet qui avait duré 4 ans, qui commençait à peine, ils savaient qu'ils allaient avoir besoin de moi et de personnes avec mon profil. J'ai réussi à présenter suffisamment bien pour qu'ils veuillent me prendre. Donc je te dis, ok, on fait un mois d'essai, tu viens et si ça se passe bien, on fait le sponsor. Il n'y avait pas exactement le 1 mois, mais il était très clair qu'au bout de 3, 4, 5 semaines, on commencerait les démarches du sponsor si ça se passait bien. Ok, 3-4 semaines. Absolument. Il n'y a pas besoin de plus parce que à ce moment-là, on peut déjà commencer à voir si la relation se passe bien, si la bonne attitude. Et c'est très rapide. S'il n'y a pas la procédure qui commence, c'est qu'il y a anguille sous roche, il faut vraiment se battre pour avoir la procédure qui commence le plus vite possible. Et au niveau toi de l'intégration, parce que du coup tu viens avec une certaine pression, au niveau de l'intégration, au niveau du résultat, il n'y avait pas une certaine pression, parce que tu dis, tu connais pas forcément l'entreprise, souvent on te dit bah, il faut quelques semaines, voire quelques mois d'adaptation, et là en l'occurrence tu n'as pas forcément le temps de t'adapter, il faut que tu montres direct ce que tu sais faire, parce que pour justement qu'au bout d'un mois ils te mettent feu vert. Alors il y a deux choses. Je suis d'accord, il y avait de la pression, je suis arrivé en cravate le premier jour, ils m'ont fait comprendre qu'il y avait personne qui a une cravate dans le... Donc je l'ai enlevé au bout de 5 minutes. Donc j'avais été un peu de pression, c'était la première fois que je mettais vraiment une cravate en Australie. En termes de résultats, ils allaient surtout juger l'attitude et le potentiel qu'ils voyaient. L'attitude et le potentiel, absolument. Ça c'est intéressant. Pas forcément juste tes résultats, c'est plus toi de voir si t'es intéressé, si t'apprends, si t'as la bonne attitude. C'est ça. Bon après, je suis rentré chez moi tous les soirs, je faisais 2-3 heures en plus pour pouvoir être au niveau. Faut faire les sacrifices, il n'y a pas de secret. Hein. Surtout comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que pendant l'entretien on m'a demandé est-ce que je connaissais les packages, j'y connaissais rien. Oui, et t'as appris sur le tas. Donc j'ai demandé à un collègue incroyable qui m'a passé ses anciens cours d'école où c'était spécialement là-dessus. Et j'ai travaillé ça, mais tous les soirs et le week-end au début, pour être au niveau. À un moment donné, il n'y a pas de secret. Hein. C'est comme. Si on dit oui, il faut y aller, il faut avoir les résultats, donc il faut se donner. Et le soir, on a que ça à faire. Ça rappelle la vidéo que j'ai faite avec Héloïse dans le marketing, qui elle, quand elle s'est vendue, elle disait qu'elle s'y connaît super bien en CRM, en Customer Relationship Management, qu'elle avait bossé là-dedans, ce qui était un petit peu vrai, mais pas totalement. Mais derrière, une fois qu'elle a eu le job, elle a dû bosser à fond et apprendre à fond là-dessus pour avoir la crédibilité, parce que sinon tu passes pour un imbécile. Si vous voulez une petite astuce là-dessus, ça c'est vraiment l'astuce pratique. Lorsqu'on vous dit est-ce que vous êtes bon là dans un sujet et que vous dites oui, et qu'on se retrouve dans le job et que par exemple dans le cas de Sophie sur pas comme ça chez nous. Exactement, on va dire. Non, on fait ça de manière. C'était un peu différent. Donne-moi une journée, je reviens vers toi demain. En fait, le soir, on va travailler 4 heures dessus jusqu'à ce qu'on connaisse tout sur le système que l'entreprise utilise, et le lendemain, on revient. Et ça passe très bien parce qu'en plus, ça peut même passer pour un problème de langage qui n'est pas très problématique sur les mots techniques. On peut dire ah mais moi c'était pas exactement comme ça, donne-moi quelques heures. Ah, on utilise un logiciel différent. Exactement. C'était une version différente. Voilà, une version différente, logiciel différent, le vocabulaire différent. Voilà. Mais tu dis donc demain, regarde, on t'inquiète pas, demain je reviens, on en reparle demain et je reviens vers toi sur ce sujet-là.
Le genre vers toi aide beaucoup à différer un peu. Et les Australiens sont très cool. Et s'il y a la bonne attitude, qu'on est souriant, positif et qu'on est prêt à résoudre les problèmes, il n'y a pas de souci. Donc moi, c'est très bien passé. Je me suis intégré. J'ai fait ce qu'il fallait que je fasse. Ils m'ont donné quelques missions, mais des petites missions parce que je venais d'arriver. Mais ça s'est bien passé. Ils ont aimé, c'est bon feeling. Donc j'ai commencé. Ok, cool. Du coup, ça s'est super bien passé. Tu as réussi à avoir ton sponsor. Depuis, les choses se sont un peu fait de fil en aiguille. Donc, tu as eu la résidence permanente. Je crois que là, il n'y a pas très longtemps. Donc après un an et quelques mois, j'ai fait la demande de résidence sur un skill visa. Ouais, parce que par moi-même. Les fameux 2 ans d'expérience. Non, justement, j'ai fait autre chose. Ah, ok. Les 2 ans d'expérience, c'est assez classique, c'est pour avoir le skill avec l'entreprise. Voilà. J'ai fait une reconnaissance du diplôme français en Australie pour être ingénieur australien. Et ensuite, j'ai fait une reconnaissance de mes skills parce qu'en tant qu'ingénieur, je pouvais avoir le visa, la résidence permanente par moi-même sans l'entreprise. Ah, c'est bien fait ça. Ce qui m'a quand même coûté 10 000 balles. Mais il n'y a pas de. En gros, mes économies pendant 1 an et demi, ça a servi à payer le visa. Ah, mais il n'y a pas de. Et bah, après, j'ai été augmenté tout de suite après parce qu'une fois qu'on est à la résidence permanente, l'entreprise sait qu'on peut partir. Ça, tout le monde en Australie le dira. Le jour où tu as la résidence permanente, ton entreprise arrive avec une revalorisation de salaire parce qu'ils savent que jusqu'à maintenant ils t'ont payé en dessous du salaire moyen parce qu'ils peuvent se permettre, parce qu'ils savent justement que tu as besoin de ce visa. Mais le jour où tu as ton visa permanent, c'est à toi de mettre les cartes sur la table et dire bon, maintenant on va discuter. Ouais, absolument. Et du coup, ensuite, donc ce visa-là, en plus. Et ça, c'était il y a 2 ans et demi, 3 ans, et donc là, j'ai demandé il y a 1 an ma nationalité que j'ai eu le 2 janvier. Bah, il y a 1 mois et demi. Tout s'est super bien passé pour toi, donc combien de temps? 6 ans à Sydney en tout? Non, 5 ans et demi. 5 ans et demi, c'est ça. Et du coup, bon, on a vu ton parcours super intéressant, il y a vraiment un travail de fond qui s'est fait. Alors, est-ce qu'il y aurait des erreurs sur lesquelles tu dis mince, là j'ai perdu du temps, là ça servait à rien ce que j'ai fait? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu dis j'aurais pas dû bosser là-dessus? Et est-ce qu'il y a des conseils en particulier, parce qu'on a vu un peu tout ce que tu as fait, des conseils en particulier que tu donneras aux gens, si on peut résumer un peu ton parcours pour déboucher au sponsor au final? Ouais, il y a plusieurs, je pense qu'il y a 3 erreurs qu'il ne faut surtout pas faire. Bon, là on est sur une vidéo qui est assez longue, donc on ne va pas forcément aller dans les détails tous pratiques, mais on va quand même rester sur des choses utiles pour toi qui regarde. La première, c'est postuler en ligne, ça ne sert à rien pendant super longtemps. Si, ça peut servir, mais il faut contacter les gens sur LinkedIn derrière. Juste postuler, envoyer son CV, personne ne va répondre, vous n'avez pas le bon visa, donc c'est mort. Par contre, si jamais vous contactez les gens à partir de cette demande, là c'est intéressant. Ok. Ça c'est le premier. Donc deuxième conseil, c'est la flexibilité. Si vous cherchez dans un domaine particulier ou un job particulier, soyez prêt à faire différemment s'il y a des opportunités pour rester. Donc moi je voulais travailler dans le pétrole, c'est mon choix, il y a des gens qui n'aiment pas, il n'y a pas de souci, mais je voulais faire ça. Et on m'a dit il y a des jobs dans la construction. Et pendant 2 mois, j'ai pas écouté ces conseils et je suis sûr que ça m'a coûté 2 mois de recherche. Parce que vraiment j'ai perdu un temps monstrueux là-dessus. Et donc la troisième chose que j'ai faite qui a pas été très utile en fait et qui surtout m'a mis un peu des bâtons dans les roues sans que je le sache, c'est que j'ai râlé toujours un peu quand je suis arrivé. Et ça m'est arrivé lorsque ça faisait 3 mois que je cherchais un travail, j'étais au fond du gouffre, j'y arrivais pas, je me battais comme un malade tous les jours et ça payait pas. Et des fois quand je rencontrais des personnes ou autres, j'allais être pas négatif parce que je sais quand même pas ma personnalité, tu me connais, mais j'étais quand même pas incroyable, ça va, le petit boulot c'est bien. J'étais en mode oui, bon, le petit boulot c'est un petit boulot, mais j'aimerais juste que ce soit fini, je cherche un sponsor. Et j'étais très déterminé, certes, mais pas. Je leur donnais pas la joie de vivre en fait. Ouais, t'envoyais pas la bonne énergie quoi. Absolument. Et il y a une personne qui m'a beaucoup aidé parce qu'à un moment donné j'étais assez triste et il me demandait ça va, tu fais quoi à côté? J'étais ouais, non, je cherche vraiment un travail, c'est la seule chose que je veux faire. Et il me dit mais tu surfes, j'ai vu sur ton CV, ouais je surfe, mais en ce moment j'ai un peu mis ça de côté parce que je cherche vraiment un travail. Ouais, toujours obstiné. Très focalisé, il m'a dit ouais mais il me fait une tape sur l'épaule et il me dit de la vie quoi. Tu sais, faut que tu profites-en parce que sinon les gens si tu montres pas que ta vie elle te plaît, que tu es heureux en ce moment, ça donne moins envie de t'embaucher. En fait c'est moins efficace. Et le but c'est de se faire embaucher. Et donc si on te dit pour être embauché il faut que tu sois heureux, va faire ton activité ou au moins dis-le, c'est-à-dire quand on me demandait ensuite, je finis là-dessus et je te laisse là-dessus, on me disait ah t'as essayé de surfer quand alors, j'ai vu sur ton CV que tu parles, je disais j'étais surfé hier et tout. Ce matin j'étais dans l'eau. Alors que ça pouvait ne pas être vrai. Mais pourtant ça donnait en fait, ça montrait que oui je suis heureux, là je fais un petit boulot, j'ai trouvé une super combinaison, je travaille 1 jour par semaine, ça paye mon loyer. Alors qu'on peut le voir de l'autre côté, genre j'ai pas assez d'heures, mais non. Voir le verre à moitié plein. On voit le verre à moitié plein, je peux surfer quand je veux en plus, c'est génial, je peux mettre ça au milieu de mes sessions où je rencontre des gens, donc c'est vraiment super. Mais je suis encore plus content de me dire que dans quelques mois je serai sponsorisé. Et ça, ce message-là, positif, engageant, donne envie aux gens de continuer à échanger avec vous. Alors que sinon avant j'étais trop en mode un peu psychopathe qui cherche un travail. Le sponsor. C'est ça. Et donc vraiment le but c'était
montrer que vous avez une vie, que vous êtes heureux, parce qu'en fait ça donne envie de continuer de parler avec vous. vous. C'est une énergie positive, hein. De toute façon il n'y a pas de secret. Si tu envoies une énergie positive, que tu es souriant, que les gens ils voient que ça se sente que tu es heureux, que tu es bien dans tes baskets, comme tu dis, ils vont avoir plus envie de t'embaucher. L'idée c'est qu'en fait ils passent un bon moment. Quelqu'un qui passe pas un bon moment, il n'a pas envie de vous embaucher. Alors quelqu'un qui se dit ah il est cool lui, j'ai envie de bosser avec lui, c'est beaucoup plus intéressant. Ouais. Donc c'est super bien là, tous ces conseils que tu donnes et puis aussi justement voir un peu les erreurs qu'il ne faut pas faire pour pas perdre du temps justement. Et du coup c'est bien parce qu'aujourd'hui justement tu fais profiter de ton expérience auprès d'ingénieurs français et d'étudiants ingénieurs pour trouver du travail ou un stage en Australie mais aussi partout dans le monde. En fait toi tu t'es vraiment spécialisé pour aider les ingénieurs français qui cherchent du boulot à l'étranger, pas forcément qu'en Australie, ça peut être aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, en Asie. Et on parle régulièrement, on se voit régulièrement et je vois qu'il y a plein de trucs qui se passent, que tu aides plein de gens et que c'est vrai que ton expérience justement ça peut vraiment débloquer des portes aux gens et leur éviter de faire perdre du temps. Comme toi, ouais, absolument, le but c'est de faire gagner du temps. Donc je suis un ingénieur qui aide les ingénieurs. J'aide principalement les ingénieurs qui cherchent du travail ici ou un sponsor et maintenant des étudiants ingénieurs en France qui cherchent des stages un peu partout dans le monde, dans les pays anglophones. Et pour eux, et si jamais vous êtes dans cette catégorie, si vous êtes un ingénieur qui cherche un travail ou un stage, j'ai pas mal de vidéos YouTube, il y aura des liens en description qui vous donnent des conseils sur le CV, sur comment aborder les personnes, comment valoriser ce que vous avez fait comme expérience. Et j'ai aussi fait un guide qui raconte l'histoire qu'on a vue ici, mais avec des conseils pratiques à chaque étape. Lorsqu'on arrive en Australie, comment faire pour maximiser tout ce qu'on fait lorsqu'on est en trip, lorsqu'on travaille pour les fermiers, pour avoir le plus d'output possible et d'avoir le plus de chances d'arriver à trouver un boulot. J'ai fait un guide, il est gratuit, donc je vous mettrai le lien en description. On mettra le lien, je mettrai le lien juste en dessous en description, tu pourras cliquer dessus aussi pour le télécharger si toi aussi tu as envie d'avoir justement toutes ces informations qui pourront bien t'aider dans ta démarche. Et d'ailleurs, pour aider les personnes qui te regardent, parce que je sais que tu as pas mal de gens qui te regardent, Chris, s'il y a des gens qui ont des questions, vous êtes ingénieur, vous avez envie d'avoir un sponsor ou de rester ici, vous avez des questions pour moi, là dans les prochaines semaines, on va dire les 2-3 premières semaines de la vidéo, toutes les questions qui seront posées en commentaire, je suis ravi de vous aider, je suis ravi de vous répondre de façon personnalisée. Donc allez-y, dites-le en commentaire. Profitez-en parce qu'il a plein d'informations, vous l'avez déjà vu, mais il y aura plein de réponses justement. Je pense qu'on a tous un peu peur, il y a encore plein de gens qui m'ont contacté récemment et qui sont tous inquiets parce qu'en plus il y a des changements de loi. Donc n'hésitez pas à profiter de l'expérience de Thomas pendant qu'il a le temps parce que je le connais, il est assez busy comme on dit en Australie, il n'a pas souvent le temps. Si je peux vous aider, je vous aide. Si je peux pas, je vous redirige vers quelqu'un. Du coup, c'est super. On a vu plein de trucs avec toi. Merci encore Thomas pour nous avoir partagé ton expérience. J'espère que ça vous a aidé. Bon, je suis même sûr que ça vous a aidé parce que là, honnêtement, on a une mine d'informations qui a été transmise dans cette vidéo. Donc voilà, si tu cherches un sponsor en Australie, tu sais justement les trucs à faire, à ne pas faire, pas foncer dans le tas. Et tu sais un peu maintenant plusieurs choses. Donc comme on a dit, travailler ton networking, apprendre sur l'industrie dans laquelle tu veux travailler, écouter aussi l'industrie, c'est-à-dire si tu cherches un boulot dans tel domaine et que tu te rends compte que ça commence à être coincé, écouter un peu ce qu'on te dit pour voir peut-être à côté. Et puis comme on dit en quatrième, ça je l'avais dit même dans les vidéos précédemment, c'est pas forcément miser sur le travail que tu cherches un sponsor, mais essayer avant ça d'avoir des petites expériences en Australie, des petits boulots, comme dirait waiter, travailler dans les fermes, faire du volontariat, faire du woofing, ça va te servir à avoir des références et les références c'est très très important en Australie. Et puis comme il a dit Thomas aussi, la confiance en soi qui se développe au fur et à mesure et puis mettre les choses carte sur table, c'est-à-dire ne pas se faire avoir, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, si l'entreprise au bout d'un mois vous propose pas de vous sponsoriser, faut éviter de perdre son temps à travailler 6 mois comme moi j'ai rencontré des gens qui ont travaillé 6 mois pour une entreprise et au dernier finalement on peut pas te sponsoriser, pas se faire avoir et puis en même temps savoir te vendre, c'est-à-dire justement pendant l'entretien ne pas que ça passe pour une trahison comme Thomas l'a dit, c'est-à-dire jouer sur les mots, pas working holiday visa mais j'ai un visa temporaire. Toutes ces petites choses qui bout à bout vont te permettre justement d'avoir plus d'entretien et puis moi je l'espère pour toi, une proposition derrière et qui sait un sponsor dans les quelques mois à venir si ton projet c'est de rester en Australie pour plus longtemps. Ouais. Merci Chris, je pense que tu as très bien résumé tout ça. Merci à toi encore pour tout le contenu que tu nous as apporté. Il y a le lien juste en dessous de la chaîne de Thomas aussi si tu veux avoir plus d'informations. Et puis n'oublie pas, tu peux toujours lui laisser des commentaires en dessous. Moi, comme d'habitude, tu sais que tu peux télécharger le guide juste en dessous. On a la page avec toutes les vidéos qui ont déjà été faites précédemment. Moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci encore Thomas. Pas de soucis. À bientôt. Ciao.